Les lois physiques utilisent donc comme paramètres des concepts définis expérimentalement qui se mesurent. Une des conséquences fondamentales de l'existence des unités de mesure, c'est que les lois qui expriment les liens entre ces grandeurs doivent être homogènes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner des mètres avec des secondes, on ne peut pas soustraire non plus des kilogrammes à des kelvins, la seule chose qu'on peut faire, c'est les multiplier ou les diviser. Cette homogénéité des lois de la physique nous permettent de faire ce qu'on appelle de l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que l'on peut déterminer, sans connaître la loi, quelle doit être la relation entre les différents paramètres pour qu'au moins au niveau des unités, le système soit cohérent. Par exemple, si je désire déterminer le temps de chute d'une pomme, je sais que ce temps de chute est exprimé en secondes. Je peux estimer les paramètres qui pourraient intervenir dans ce temps de chute. Par exemple, la hauteur qui s'exprime en mètres, l'accélération gravitationnelle de la Terre, petit g qui s'exprime en mètres par seconde carré, et peut-être que la masse de la pomme, m, qui s'exprime en kilogrammes, interviendrait dans cette loi. Je cherche donc à fabriquer avec ces trois paramètres à grand H, petit g et grand M des secondes. Je vois évidemment qu'en divisant la hauteur par le petit g, j'obtiens des secondes au carré. Donc si je prends la racine carrée de h divisé par g, j'obtiens bien des secondes. Donc en utilisant l'analyse dimensionnelle, je peux voir que le temps de chute va être certainement proportionnel à la racine carrée de h divisé par g et que la masse, grand M de la pomme, n'apparaît jamais dans ce calcul. Inversement, connaissant une loi, on peut déterminer les unités des paramètres pour qu'encore une fois, la loi soit cohérente au niveau des unités. Prenons par exemple la loi d'attraction universelle de M. Newton, que nous étudierons plus tard dans le cours, qui dit que la force d'attraction est proportionnelle à la masse des deux corps, m1 fois m2, divisé par la distance au carré et multiplié par une constante grand G. Essayons de déterminer les unités de la constante grand G. Les masses M1 et M2 s'expriment en kilos, la distance R s'exprime en mètres, et la force s'exprime en newtons, qui sont des kilogrammes mètres par seconde carré. Je déduis évidemment que la constante grand G, c'est R carré fois F divisé par le produit des masses. J'injecte les unités de R, de la force et de M, et je détermine ainsi que grand G doit avoir comme unité des kilogrammes exposant moins 1 mètres cubes par seconde carré. Essayons de déterminer ce que Kepler avait découvert, c'est-à-dire la période de rotation d'une planète autour du Soleil. Cette période de rotation s'exprime en secondes, et comme paramètre, on a évidemment la constante grand G de l'attraction universelle, la masse des planètes, la distance qui sépare le Soleil de la planète. Utilisons encore une fois l'homogénéité de la loi. Si je multiplie la masse d'une planète par grand G, j'obtiendrai des mètres cubes fois des secondes exposant moins 2. Ce qui veut dire que si je fais la masse d'une planète fois G, mais divisé par la distance au cube, les mètres cubes disparaissent et il me reste des secondes exposant moins 2. Je n'ai plus qu'à donc prendre la racine carrée de cela et à inverser tout le système, et ainsi je peux démontrer que la période de rotation doit être certainement proportionnelle à la racine carrée de la distance au cube divisée par la masse et divisée par grand G. Encore une fois, en utilisant uniquement le système d'unité, je peux déterminer que la période de rotation sera proportionnelle à la racine carrée de la distance au cube divisée par la masse fois grand G. Bien entendu, je ne sais pas quelle masse, si c'est la masse du Soleil ou la masse de la planète. Enfin,
Les facteurs sans unité peuvent apparaître dans cette équation. Par exemple, la masse de la planète divisée par la masse du Soleil n'a pas d'unité puisque c'est des kilogrammes divisés par des kilogrammes. Donc je perds évidemment toujours dans ces analyses dimensionnelles des grandeurs qui seraient sans unité. Mais cela n'empêche, cela permet d'avoir une première indication sur comment doit se comporter la période de rotation. Terminons par un dernier petit exercice. Essayons de déterminer la période d'oscillation d'un pendule qui a été analysée par exemple par Galilée. Encore une fois, je cherche un temps, donc des secondes, et les paramètres qui m'apparaissent sont d'une part la longueur de ce pendule, L, exprimée en mètres, la masse qui est au bout de pendule, M, des kilogrammes, et petit g, l'accélération locale gravitationnelle qui s'exprime en mètres par seconde carré. Là aussi, la même analyse que pour la chute de la pomme me dit que la période doit être proportionnelle à la racine carrée de la longueur du pendule divisée par petit g, et donc la masse de ce qui est pendu au bout du pendule n'a strictement aucune importance.